Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Bonsoir, bienvenue dans l'émission qui vous invite à explorer et célébrer la diversité. Aujourd'hui, nous avons un programme qui va vous passionner et qui vous plongera, entre autres, dans différents aspects de la communauté LGBTQI+. Bonjour à Annabelle, que l'on retrouve avec un invité en fin d'émission. Bonsoir à toutes et tous. Et oui, ce lundi, on va parler LGBT+, phobie dans le sport avec Patrick Ferlin de la Fédération sportive LGBT+. À tout à l'heure. Bonsoir à Nicolas. Pour le plus de l'actu, tu nous proposes d'aborder un sujet crucial ce soir. Oui, bonsoir cher Brahim, bonsoir à toutes et tous, chers auditeurs. Ce soir, il est question de harcèlement scolaire dans le plus de l'actu. Ça va être passionnant tout à l'heure avec toi. Enfin, nous plongerons avec nos réalisateurs dans les sons de la fierté avec Nathan Hilero et Anatole Macha qui nous feront découvrir des artistes toujours aussi inspirants. Salut à tous les deux. Homo Micro, l'invité du jour. Et c'est parti avec Valérie Beau et ses invités de la librairie emblématique Violette & Co. Bonsoir à toutes les trois, tes invités. Bonsoir. Oui, bonsoir. Justement, la chronique J'écris ton nom à l'encre violette, ça fait plaisir. Merci à Olivia et Louise d'être présentes avec nous. Bonsoir. 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 Voilà, c'est un grand bonheur de vous recevoir. Louise, tu étais déjà venue, on va en parler, pour nous parler des projets Violette & Co. que l'on soutient, que l'on avait soutenus. Et donc, je vais commencer par, pour les personnes, des auditrices et auditeurs qui, les Violette & Co. connaissent pas encore vraiment bien. C'est toute une histoire, Violette & Co. Racontez-nous. Tout à fait. C'est une librairie qui a été fondée en 2004 par un couple de militantes féministes, Christine Lemoine et Catherine Florian, qui est née au 102 rue de Charonne, dans le 11e arrondissement, et qui a perduré pendant plus de 18 ans, dans un contexte qui était quand même assez hostile à l'époque, et où il y a eu... qui était vraiment un endroit de réunion pour les militantes féministes, LGBT, pour les lesbiennes, un endroit où on pouvait retrouver de la littérature qu'on ne retrouvait nulle part ailleurs, et qui était à l'époque assez banni des librairies, même si aujourd'hui il y a un peu un renouveau sur ces sujets-là. Et voilà, donc elles ont mené cette librairie pendant 18 ans, et en 2019, elles ont annoncé qu'elles souhaitaient partir à la retraite, et qu'elles étaient à la recherche de repreneuses. Le Covid est passé par là, il y a eu des tentatives de reprise, finalement rien de concluant, et nous on est arrivés en janvier 2022, on a appris qu'elles allaient fermer définitivement, et on était un groupe d'amis, de connaissances qui s'étaient connus dans les milieux militants et qui étaient toutes très attachées à la librairie. Et on s'est dit, c'est pas possible, on ne peut pas laisser faire ça, et on s'est lancé là-dedans un peu peut-être perdu, un peu dans l'urgence. Alors, je peux témoigner, parce que j'étais à la dernière soirée Violette & Co. Alors, il y avait quelque chose d'assez émouvant parce que c'est quand même des personnes qui se sont investies une vie durant et qui a font émerger aussi, parce que donner une visibilité d'exposition et aussi de partage avec des autrices qui donnent visibilité et puis qui font carrière, qui sont de plus en plus connues. Donc, c'est vraiment notre histoire qui est là. Et justement, j'entendais parler de ce collectif. Alors, c'était une soirée où il y avait un espoir qui jaillissait, parce que comme un passage de relais. Et donc ensuite, ce collectif, donc vous allez nous raconter, vous êtes parti à l'aventure avec une recherche de financement, un lieu. Vous étiez venu ici. Oui. On avait soutenu absolument pour relayer ce financement, pour arriver à ce beau projet. Le temps a passé. Et alors maintenant, on attend la suite. Racontez-nous. Olivia, tu veux... Olivia. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le moment où on a... Du coup, après on a fait une campagne de financement l'année dernière de mars à juin 2022 qui a très très bien fonctionné. On voulait récolter 150 000 euros et on a récolté 172 000 euros, donc on était vraiment super contentes. Et depuis, on a mis pas mal de temps à chercher un local qu'on a maintenant trouvé. On a signé le bail le 1er août. Du coup, la librairie ouvrira officiellement au 52 rue Jean-Pierre Timbaud dans le 11e. Donc on est super contente d'avoir pu garder le même arrondissement parce que c'était vraiment le lieu fondateur de la librairie. Et en même temps, le 11e arrondissement reste un quartier très
voilà, où les personnes LGBT et féministes se sentent safe et qui est accueillant. Et on a été également très soutenu par le maire du 11e arrondissement. Et donc l'idée, c'est de réouvrir Violette & Co la deuxième semaine d'octobre, avec en plus de la librairie un espace café pour vraiment faire de cet endroit un lieu de rencontre, un lieu où les gens pourront passer plus de temps, passer du temps entre eux. Et donc voilà, on aura un espace café, la librairie. Et on aura également un espace associatif pour faire dans la continuité de ce que faisait Violette & Co. Tu veux peut-être... Du coup, on a pensé, on reprend Violette & Co qui sera un peu dans la même lignée militante, engagée sur les thématiques féministes, LGBT, lesbiennes, en y ajoutant quelques petites choses. Notamment, il y avait cette mezzanine où avaient lieu toutes les rencontres, qui était un endroit assez magique. Et dans le local qu'on a trouvé, il y aura un endroit aussi assez magique. Déjà le café, et en plus, au sous-sol, on a une très grande pièce, très agréable, où il y aura un espace dédié aux associations. Donc, où pourront avoir lieu des ateliers d'écriture, des clubs de lecture, des ateliers d'arpentage, également si des associations veulent se réunir ou faire des permanences. Et c'est vraiment pensé à cause du manque de lieux pour se réunir dans les communautés féministes, LGBT. Et aussi, c'est pour ça qu'on a pensé le café, parce qu'on trouvait qu'il y avait un vrai manque partout, et même à Paris, de lieux féministes de lieux féministes et LGBT qui n'étaient pas tournés autour de la fête et de l'alcool, où on pouvait se réunir la journée et dans des endroits calmes. Et même si c'est très important de faire la fête, on avait besoin d'avoir des lieux calmes, comme ça on pouvait se réunir autour, qui du coup... ou des personnes qui ne buvaient pas, ou des personnes qui étaient plutôt sensibles à la musique, aux lumières. Les personnes neuroatypiques pouvaient se réunir, des personnes qui avaient des enfants pouvaient venir aussi, parce que ça crée une vraie exclusion de la communauté, que ce soit que des lieux de fête. C'est formidable. Moi, je sens que ça va être un véritable laboratoire et d'ébullition. Et avec une générosité et une ouverture d'esprit, l'ouverture d'esprit en général, mais ce côté associatif aussi. Vous êtes une équipe, vous êtes là ce soir toutes les deux, mais j'imagine que vous êtes au pluriel, un petit peu plus même, à vous passer le relais pour... Oui, du coup, on a repris Violette & Co sous forme de coopérative. Donc actuellement, on est 3 coopératrices, Loïse, moi-même, Olivia et Lucille. Nous, on sera 2 à travailler à la librairie, Loïse et moi. Et on a aussi recruté donc une personne pour s'occuper de l'espace café, qui sera donc la barista de Violette & Co. Et on a aussi des personnes qui nous aident bénévolement, par exemple, pour nous aider sur l'espace café et d'autres choses aussi lors des événements. On a été, c'est vraiment un projet collectif. Au début, quand on s'est lancé dans la reprise de cette librairie, on était une dizaine de personnes, et même nous deux, avec Olivia, quand on s'est lancé, on comptait pas du tout en faire notre métier. On n'avait jamais pensé reprendre une librairie ou même devenir libraire. On voulait juste que cette librairie perdure, et donc lancer une campagne de financement pour la faire perdurer, puis que des libraires s'en emparent et la fassent vivre. Et finalement, on s'est tellement attaché à ce projet qu'on a décidé d'en faire un peu notre vie, parce que durant cette dernière année et demie, je pense que 100% de notre temps a été dédié à ce projet, et c'est toujours le cas. Et ça avance bien, et puis le temps de la recherche du local nous a donné aussi beaucoup d'espace pour réfléchir à la création de cet espace, et à un peu un espace utopique pour nous, d'expérimentation, comme tu disais, et aussi qui soit un espace d'accueil, une espèce de refuge, quoi. Les anciennes locataires vous ont conseillé un peu? Catherine et Christine, les fondatrices, beaucoup. On est très très en lien avec elles depuis le début. L'idée c'était vraiment de créer une continuité et de faire perdurer quelque chose qui a déjà existé. On voulait pas créer une nouvelle librairie lesbienne, une nouvelle librairie féministe. On voulait vraiment faire perdurer une histoire, et que l'histoire continue sous une différente forme. Et du coup, on continue à se voir. Elle nous aide dans la constitution du fonds, elle nous donne des conseils. Et c'était vraiment très important pour nous qu'elle soit toujours impliquée, en fait, que ce soit une vraie passation.
C'est une vraie joie, hein, c'est un vrai cadeau que vous nous faites parce que partir sur une dynamique, moi je me rappelle avoir fouiné dans la librairie, à toujours trouver des trésors. C'est déjà un cadeau d'avoir une librairie comme ça. Plus un espace café d'échange, parce que c'est des lieux où on a l'habitude, on commence à discuter, puis alors on est debout, on attend, certes on va acheter des livres, mais et puis si on est là, on va savoir qu'on peut s'arrêter, on peut, autour d'un verre. Et alors moi je pense Brahim, on sera tous d'accord pour être point de relais de vos événements, pour vous inviter aussi régulièrement, ou un jour aussi faire une émission parfois justement en se déplaçant avec notre studio mobile et faire une émission sur place chez vous, ce serait avec un grand plaisir. Voilà, d'être vraiment des partenaires, parce que nous aussi on est dans cette dynamique de partage et on va dire associé quelque part, collaboratif. On y donne de nous avec passion. Je pense qu'on est animés du même esprit. Et pour expérience, je suis allée là cet été à Turin et effectivement il y a une librairie queer LGBT qui est un véritable lieu de vie et qui est ouvert aussi parfois le soir, mais style 22h, ce qui est déjà pour une librairie superbe, et qui est un véritable lieu de rassemblement. J'y suis allée, un soir où j'y suis allée, c'était fermé, mais on s'est retrouvés plusieurs devant la porte disant ah mince, mais on sent que c'est un lieu, on se dit tiens qu'est-ce qu'on fait, c'est pas que les gens s'ennuient, mais et à la fois il y a cette curiosité intellectuelle de retrouver le bouquin et d'aller prendre un verre convivial, c'est pas que ce sera pas festif, mais dans un état d'esprit on a envie d'aller danser, mais on a aussi envie de parler, d'échanger sur des sujets qui nous concernent. D'écouter nos voix multiples qui n'ont pas forcément visibilité ailleurs. Et ça, ce sera vraiment puissant parce que pour des petites maisons d'édition, ou pour des autrices qui sont pas forcément les grandes maisons d'édition, j'en témoigne, c'est une chance d'être accueilli comme ça, une visibilité immense. Donc vraiment, on est très très heureux. Vous pouvez nous rappeler donc l'adresse, si vous avez un site internet? Oui, alors la librairie ouvrira au 52 rue Jean-Pierre Timbaud. On a un compte Instagram, violettenco.librairie, un Facebook, donc librairie Violettenco, et un site internet qui est en refonte actuellement, mais c'est toujours la même adresse, www.violettenco.com. Et donc surtout, envoyez-nous, on est en contact, vous nous envoyez lorsque vous avez un événement à l'équipe, on relaie, et on fera des points. Avec grand plaisir. On peut faire des points de téléphone aussi, réfléchir à pourquoi pas des invitations littéraires, des perles que vous nous faites découvrir. Et puis vos événements, on en sera point de relais. Et joie et vie à Violette & Co. Violette à l'encre violette, on salue Violette le Duc. Alors Violette & Co, vous avez donc gardé le nom, ça n'a pas été un problème, c'était accepté complètement. C'était notre volonté, c'était la volonté des fondatrices. C'est un nom qui est porteur de plein de sens. La violette, donc cette fleur que Sappho offrait à ses amantes, puis qui a été redécouverte au 19e siècle. Lesbienne l'a portée à la boutonnière en signe de reconnaissance. Violette le Duc qui est passé par là. Il y a la lavande menace. Il y a de multiples significations à ce violet, à la fois dans les milieux lesbiens et les milieux féministes, mais il y a le NCO aussi, qui est là pour réunir, et un petit clin d'œil aussi à la librairie Shakespeare & Co, qui a été fondée par une lesbienne, Sylvia Beach, qui est peu connue. Voilà, donc oui, ce nom était porteur de plein de significations pour nous, et on voulait absolument le garder et faire vivre Violette & Co le plus longtemps possible. Un contact avec les mots à la bouche, j'imagine? Ah oui, bien sûr, qui nous ont beaucoup soutenus. Avant la campagne de financement, même quand on leur a parlé de notre projet de reprise, ils ont vraiment été là. Pour nous donner des conseils. On est vraiment on se soutient entre librairies LGBT. Loïse et Olivia, merci d'avoir répondu à l'invitation. Vous restez avec nous pour la suite de l'émission. Et je voudrais quand même ajouter, en ces temps où on est tous à la portée de clics sur Internet, il est important de se rappeler les bienfaits de se déplacer physiquement dans une librairie. L'expérience de toucher, c'est important de toucher, de tenir et choisir des livres soigneusement sélectionnés par des libraires passionnés
ne peut être remplacé par un simple clic. Donc allez acheter vos livres dans une librairie. Allons à la rencontre des libraires, établissons ce contact privilégié avec les livres et contribuons ainsi à préserver nos espaces culturels et uniques et irremplaçables. Alors n'hésitez pas à parcourir les rayons de chez Violet & Co ou les librairies tout proches de chez vous. Merci d'avoir répondu à l'invitation et vous restez avec nous pour la suite de l'émission. Merci. Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brahim Naik Balk. Nous allons maintenant passer à la musique, Nathan. Tout à fait. Donc, je disais que ce soir, il y avait une artiste justement que je voulais vous présenter parce que ça fait quand même un petit bout de temps qu'elle est connue, mais surtout parce que tout simplement, elle commence de plus en plus à envahir notre espace pop et surtout la musique pop. Donc, cette personne, c'est Sophie and the Giants, ou en tout cas c'est le groupe Sophie and the Giants, parce qu'en fait, il faut savoir que du coup, Sophie and the Giants, c'est un des groupes qui a émergé dans ces dernières années avec du coup une énergie rafraîchissante et un son captivant qui est prêt à conquérir le monde de la musique, notamment à travers de nombreuses sonorités qui sont reprises. Le groupe trouve ses racines dans Sheffield en 2015, et donc c'est composé de 4 membres. Ils ont rapidement acquis une réputation grâce à leur mélange audacieux de pop édifiante et d'éléments indie. C'est avec leurs nombreuses collaborations avec le DJ allemand Purple Disco Machine qu'ils vont avoir un succès international. Il y en a bien sûr de nombreux titres. Hypnotized, Paradise et In the Dark sont des véritables tubes planétaires, pop, avec des refrains entêtants et des paroles qui résonnent avec une profondeur surprenante. Leur son universel et leur présence sur scène incroyablement charismatique les ont catapultés sur la scène internationale et ils ont été applaudis aux 4 coins du globe, se produisant sur de grands festivals et devant des foules enthousiastes. Le succès de Sophie and the Giants ne montre aucun signe de ralentissement. Avec leur album Teenage Mind en 2021, ils ont montré qu'ils étaient prêts à explorer de nouvelles dimensions de leur musique, tout en restant fidèles à leur son caractéristique. Ce qui distingue vraiment Sophie and the Giants, c'est leur passion pour la musique et leur engagement envers leur art. Ils incarnent l'esprit de la jeunesse, de la créativité, apportant une touche de fraîcheur dans le paysage musical contemporain. Ils sont une preuve vivante que la musique pop peut être à la fois entraînante et profondément émotionnelle et que le futur de la musique est entre bonnes mains avec des artistes aussi talentueux que Sophie and the Giants. Et aujourd'hui, je souhaite vous prouver ce point avec leur single sorti en 2022. Préparez-vous à groover sur We Own the Night. Between you and me, it's like a cosmic reaction that we won't fight. Losing inhibitions, come closer to me. Drunk on self-esteem, 'cause I don't wanna think twice. Let's get dramatic, tearing up this room. We'll come down crashing like we always do. We can move, but we're no good at nothing else. So let's go.
Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Nous en arrivons au plus de l'actu, la chronique percutante de Nicolas Rividi. Alors ce soir, Nicolas, nous revenons sur le harcèlement scolaire encore trop présent dans les établissements scolaires. Oui, je m'appelle Nicolas Rividi et je suis mort à l'âge de 10 ans et demi dans la cour de mon école primaire. Ce matin, je suis incapable de dire depuis combien de temps la douche frappe ma peau. Le temps s'est arrêté alors qu'immobile sous la flotte qui tombe, je repasse dans ma tête les grandes lignes de cette chronique. Je revis les scènes, indifférent à la lassitude, je meurs 10 fois, 100 fois, je ne sais plus. Ai-je jamais su ce qui m'est vraiment arrivé, ce qu'il s'est passé avant, après ? Pendant, c'est traumatiquement net, mais partiel. Je vois surtout le sourire de Lionel, je donne les prénoms sans modification. Il habille son visage moche qui émerge de l'eau, qui tombe et s'élève dans les airs en me toisant de si haut qu'une fosse immense semble m'engloutir. Je reprends mes esprits, il faut partir bosser. 1992. J'étais en CM2 cette année-là. Nous étions partis en classe de découverte dans les Pyrénées, peu de temps après la rentrée. Nous étions hébergés dans un centre de vacances, niché dans un petit hameau à l'écart. Il faisait beau. Alors que nous étions dehors, je sentis quelque chose heurter ma tête, ou quelque chose d'indolore, de mou, mais d'un peu lourd. Ma main explorant mes cheveux à la recherche de l'impacteur revint glaireuse. Mes bouclettes avaient été souillées par une chose visqueuse dont la source me fut rapidement révélée. Lionel, depuis la coursive supérieure, venait de laisser tomber un crachat sur ma tête. Je ne savais pas quoi dire, j'étais démuni, je ne protestais pas, je compris plus tard qu'il s'agissait d'un test. Ma docilité, mélangée à mon incrédulité, venait de me désigner plus clairement encore que si une cible numérique m'avait été accrochée dans le dos. Je ne sais pas si Lionel avait échafaudé une telle stratégie, s'il en était capable, ou si un réflexe de bon sens lui commandait d'agir de la sorte, mais le fait est qu'il obtint sur moi, ce jour-là, sa première victoire. Ma malchance voulait aussi que Lionel occupât le même dortoir que le mien, heureusement dans un lit un peu distant. Il ne lui fallut pas longtemps pour convaincre les autres de requérir un mot de passe pour rentrer dans la chambrée. Il le choisit, bien sûr, il s'agissait du mot marsupilami. Il me l'a transmis comme aux autres, mais de façon erronée, si bien que lorsque je prononçais marsupilamite, la porte de la chambre restait parfaitement close et moi parfaitement dehors. Les adultes auprès de qui je cherchais secours se rangèrent sans sourciller à la version de Lionel, expliquant que la porte n'avait jamais été bloquée. En plus d'être moche, Lionel était débile, cela aurait dû alerter quant à la véracité de son histoire. Le harcèlement commence toujours parce qu'il y a de la solitude et de l'isolement, même en plein milieu d'un groupe et même alors que l'information est connue. Je ne me souviens plus d'autres brimades durant ce séjour dont je garde paradoxalement un bon souvenir, alors qu'il fut le siège, autant que le point de départ, de nombreux tourments à venir. L'école était semblable à beaucoup d'autres, construite en béton peint, en blanc, avec l'architecture caractéristique des établissements scolaires. Elle se composait de 3 bâtiments. L'édifice que j'occupais était en longueur et haut de 2 niveaux. Il bordait une cour parfaitement rectangulaire et son entrée en surplomb sur elle offrait aux enseignants et aux surveillants une vue bien dégagée sur la marmaille qui y piaillait 3 fois par jour. Parfaite à une exception près, une grande cheminée en briques rouges qui s'élevait le long du bâtiment jusqu'à le dépasser nettement, délimité dans un coin de celui-ci un petit recoin clos sur 3 côtés de 2 mètres carrés environ. Cette alcôve sans toit donnait l'impression d'une fosse carrée qui plongerait dans les entrailles de la terre. Lionel s'était entre-temps adjoint les services d'un autre garçon, Olivier, qui avait tout du grand bonnet. Sa tête ronde, à la chevelure tondue, était posée sur un grand corps massif qu'il avait du mal à contrôler. Sa taille lui valait sans doute la tranquillité que l'on allait sous peu me refuser. J'étais le plus petit de la classe, cette différence allait m'être facturée. Je ne saurais pas dire quand cela a commencé ni quand cela s'est arrêté, néanmoins cela s'est produit. Il y a 30 ans, durant des semaines, peut-être des mois, j'ai passé mes récréations dans la cellule à ciel ouvert, à côté de la cheminée dans laquelle Lionel et Olivier m'accompagnaient. Au début, j'y allais volontairement, incapable d'imaginer que quiconque puisse me vouloir du mal. Bien sûr, j'avais eu déjà maille à partir avec quelques camarades, mais la ponctualité de ces mésaventures plaidait en faveur de leur statut d'anecdote. Là, c'était différent, c'était construit, c'était réfléchi. Il a fallu attendre 15 jours, alors que la situation me déplaisait. Je tente sans succès de regagner le reste de la cour. Lionel, assisté de son molosse, n'avait eu qu'à me barrer la route avec son bras pour que je comprenne qu'un piège scélérat s'était refermé sur une partie de ma vie. Je me souviens de questions pressantes qui m'étaient martelées par les 2 acolytes. Sur quel sujet, je ne sais plus, mais j'en garde l'impression que je ne voulais pas y répondre et que je finissais par y être contraint. Je me souviens de ce petit garçon que j'étais, se rendant volontairement à ce sale rendez-vous pour ne pas risquer d'éveiller les soupçons. Tu parles, je te frappe. Alors docilement, je préférais que ces mésaventures se limitent aux récréations et que l'histoire ne s'évente pas. Pendant des semaines, des mois peut-être, je n'ai aucun souvenir d'avoir joué avec mes autres camarades. Mon monde s'était réduit à Lionel et Olivier qui, tels des Thénardier, avaient trouvé leur chose. Durant des semaines, peut-être des mois, aucun adulte n'a daigné se questionner sur ce qui se passait dans ce recoin, ni ce que faisaient 3 gamins seuls à l'écart. Un jour, alors qu'une des institutrices passait par là, elle s'enquit enfin de la situation. Lionel lui répondit que l'on s'amusait.
Satisfaite de la réponse, je la vis repartir, avec la même détresse que le naufragé qui, n'ayant vu aucun bateau aborder son île depuis des mois, désespère en comprenant que la voile qui glisse à l'horizon est trop lointaine pour constituer un secours valable. Lorsque les questions cessèrent de les distraire, les contraintes physiques se multiplièrent. Des coups, des crachats, des caresses dérangeantes. Dans ce cagibi oppressant, je regardais quelquefois la cheminée qui indiquait le chemin du ciel. Combien cela allait-il encore durer ? Combien devrais-je encore endurer pour que leur jouet les lasse enfin et qu'ils jettent leur dévolu pour une chose plus neuve ? Ils me firent mettre à genoux plusieurs fois en approchant ma tête de leur ventre. Je ne comprenais rien de ce qui se passait. Rien. Aujourd'hui, oui. Qu'a oublié mon cerveau pour me préserver de cette merde ? Il fallait aussi expliquer aux parents les pantalons salis, les bleus quelquefois, les tristesses par moments, et cette irrémédiable envie de ne pas sortir. Ces ordures avaient tout souillé, tout. Ils m'avaient souillé moi, ils avaient souillé les sacrifices aussi que mes parents avaient consentis pour moi. Ils ont aussi souillé des principes que j'aimerais embrasser aujourd'hui et qui me sont inaccessibles. Ils avaient souillé mon pantalon en velours, mon manteau que j'aimais bien, mon insouciance, mon intelligence, ma gentillesse, mon altruisme. Dans ce tombeau étroit, profondément sous terre, ils ont détruit ce qui avait été construit par une chaîne de hasard témoignant de la fragilité du monde. Je ne crois pas avoir pleuré durant cette période, je ne crois pas non plus et pendant longtemps avoir même su que quelque chose déconnait sérieusement. D'où m'est venue alors cette envie de révolte ? Ce matin-là, je remarquai rapidement l'absence de Lionel. Olivier, lui, était là, sa bêtise avachie sur la table. Pendant la récréation et libéré de son meneur, il zonait seul le long d'un des murs de la cour. Profitant de sa solitude, j'allais le trouver. Devais-je lui parler ? Non, ce ne serait pas nécessaire. Arrivé en sa hauteur et sans un mot, je lui balançai un coup de genou dans la cuisse, la fameuse béquille. La différence de taille m'avait demandé un effort de souplesse, mais voyez-vous, la motivation était là. Il avait mal et j'allais mieux. Un deuxième, je commençais à prendre goût. Au troisième, il s'accroupit lâchement par terre. Ce qu'il crut être un signe de reddition ne faisait que me faciliter la tâche. Je constatais non sans effroi que son sort indifférait tout le monde comme le mien avant, y compris les adultes qui avaient pourtant une vue directe sur le pugilat à l'œuvre. Ses premières larmes ne furent pas suffisantes à stopper le déchaînement de violence qui m'avait saisi. Il était à la hauteur de tout ce que ces deux saloperies m'avaient fait endurer. Et malgré ça, moi, j'étais toujours resté debout, j'étais mort debout. Et dans la cour de la recréation, alors que mes pieds s'abattaient sur la dépouille de mon ennemi, je renaissais avec des morceaux de moi perdus à jamais, et notamment sans doute l'idée profondément ancrée que quelquefois les mots sont impuissants. Lionel ne la ramena plus, il demeura cordial, il en fut de même pour Olivier. Que serait-il advenu de moi si seul et sans assistance je n'avais pas laissé libre cours à ma colère et à ma révolte ? Serais-je seulement ici pour le raconter ? Les destins se jouent quelquefois sur des actes rapides et ciselés. Tous ces gamins, toutes ces gamines harcelées qui manquent au monde aujourd'hui sont mortes et morts parce qu'un système est en place qui légitime les agresseurs, même mineurs, et qui culpabilise les victimes. Il faut crier que nous les entendons, que nous les aimons, que nous les voulons et qu'ils comptent pour le monde à venir. Je m'appelle Nicolas Rividier, je suis mort à l'âge de 10 ans et demi dans la cour de mon école primaire. Bien écoutez, c'est assez fort. Hein. Tu n'en as jamais parlé auparavant ? Non, sur Twitter vaguement quand il y a les sujets, mais c'est pas... Voilà. Bien écoutez, ça me laisse... Et alors, c'est fou, quand on va à l'école, normalement on est censé être protégé en fait. Et quand on voit avec tout ce qu'on entend et tout ce qui se passe avec le dernier drame à l'Académie de Versailles, surtout un retour de l'Académie négatif et complètement meurtri, on se dit mais il y a un problème à l'école. Mais alors, il y a un problème à l'école, il y a sans doute plein de problèmes à l'école. Après, je pense que c'est aussi la place du politique d'impulser aussi et de donner les moyens qui permettent de lutter efficacement contre ça. Parce qu'on ne peut pas demander à des enseignants, des enseignantes qui sont déjà surdébordés de travail de gérer en plus des problématiques qui ne participent pas forcément d'une part de leur formation, de leurs compétences, ensuite de ça contre lesquelles elles n'ont pas forcément beaucoup de moyens, et on se retrouve aujourd'hui avec des successions de commissions qui débouchent sur des conciliations, etc., et des gamins qui se suicident. On ne va pas tenir de comptabilité morbide, mais enfin, l'actualité montre que c'est malheureusement quelque chose qui est courant, et donc... je crois que ce qu'on doit retirer de cette période-là, si on doit en retirer quelque chose, parce que ce que je montre aussi, c'est que c'est pas d'aujourd'hui en fait, hein, ça remonte à très longtemps. Et donc s'il y a quelque chose à retirer de ça, c'est précisément qu'il faut qu'il y ait un sursaut politique pour faire en sorte effectivement que les gamins et les gamines soient protégés à l'école et qu'on n'ait pas à faire face à ce genre de choses. Et encore, mon cas se finit bien d'une certaine manière, mais... voilà, je me mets à la place des élèves trans, je me mets à la place des petites filles, je me mets à la place de toutes les populations qui sont systématiquement stigmatisées davantage encore
que les gays, je ne sais même pas si j'étais gay à l'époque, en tout cas si je le concevais comme ça, mais voilà, en tout cas des personnes qui sont encore plus meurtries et qui, on peut l'attendre, ont encore moins de soutien et moins de support et moins d'assistance pour lutter contre ces phénomènes. Et toi, justement, qui as subi tout ce que tu viens de nous décrire là, d'après toi, sur cette question de harcèlement, d'après toi, quelles sont les solutions qu'on peut proposer pour prévenir et de lutter contre le harcèlement scolaire La solution que j'ai choisie pour lutter contre le harcèlement est peut-être pas une bonne solution. En tout cas, elle a été efficace pour moi. Voilà, mais c'est... Et tu vois, quand je dis que voilà, il y a des principes que j'aimerais faire miens, moi, je peux pas m'empêcher de penser que, même si c'est pas admissible, mais qu'une des solutions au harcèlement, c'est aussi d'armer physiquement les gens pour y répondre, quoi. C'est qu'à un moment, les victimes soient capables de renverser la charge de la domination, en fait. Et d'une certaine manière, de dire, bah voilà, en fait, non, tu crois que, mais tu ne vas pas. Parce que je suis un danger pour toi si jamais tu commences à venir me chercher. Mais bon, voilà, il ne faudrait pas en arriver là. Alors, Anatole, Nicolas, ton témoignage était extrêmement émouvant et surtout ça résonnait parce que j'ai vécu quelque chose d'assez similaire à l'école. À une exception près, moi aussi à un moment j'avais... Alors je ne vais pas entrer dans les détails de comment ça s'était passé. Grosso modo, j'étais harcelé, c'est à peu près ces mêmes choses. La différence, c'est que moi aussi à un moment j'ai eu un point de craquage et j'ai essayé de me défendre. Ça s'est mal terminé. En gros, alors j'étais très jeune, en gros j'ai essayé de me battre et j'ai fini par me faire projeter sur le bitume. Ça m'a ouvert l'arcade sourcilière. Et en fait le problème c'est que lorsque j'avais parlé du harcèlement initialement, j'avais déjà commencé un petit peu à me battre et à ce moment-là les professeurs n'avaient vu que le spectre de c'est toi qui te bats avec eux, c'est toi le responsable. Et lorsque on m'a flanqué la tête contre le bitume et que ça m'a ouvert l'arcade sourcilière, j'avais du sang partout sur la tête, ma professeure est venue me chercher, m'a mis dans la salle des profs, m'a engueulé et m'a laissé là et a appelé mes parents. Voilà. Après ça, les ravisseurs ont continué. Ils se sont sentis pousser des ailes vu que non seulement la prof ne faisait rien, mais en plus elle était venue m'engueuler, alors que je m'étais ouvert l'arcade sourcilière, ce qui est génial. Et on a été obligé de changer d'école parce que c'était invivable. Voilà. Donc, je pense que si on devait trouver une solution, je pense qu'une de ces solutions, ça serait d'embaucher des gens compétents à l'éducation nationale parce que engueuler un gamin qui a la tête baignée de sang, c'est pas possible. Du travail, je suis sûr que ce type de situation existe encore. La preuve avec le suicide de l'enfant il y a quelques jours, oui. Je ne sais pas s'il y a des enquêtes, mais c'est quand même absolument effarant le pourcentage de personnes qui doivent souffrir et victimes de harcèlement. Je ne sais pas s'il y a des chiffres, mais vraiment ça demande à être fouillé parce que on n'est pas très nombreux. Enfin, si, on est quelques-uns ici, mais on est déjà de souffrances extrêmes. Et si on fouillait un peu, peut-être que parmi nous, d'autres ont souffert aussi. Donc c'est quand même extrêmement effrayant. Et le pire, et je pense qu'il faut en parler aussi là avec beaucoup d'honnêteté, c'est que comme c'est un système institué, on ne sait pas si par hasard, nous n'avons pas aussi été les vecteurs bien qu'harcelés d'harcèlement d'autres personnes. C'est dire aussi le niveau de pourriture de cette problématique-là. C'est-à-dire qu'il y a aussi une logique qui fait que ces faits sont tellement normalisés et font tellement partie, soi-disant, du parcours éducatif, c'est la petite brouille entre élèves, etc., que peut-être qu'on y participe aussi. Et peut-être que j'y ai participé aussi. Et ça me rend presque plus malade de me dire que sans m'en apercevoir, j'ai pu participer de ce système-là, que d'en être une des victimes, comme des millions d'autres en réalité. Et donc c'est pour ça qu'il faut aussi qu'il y ait cette libération, qu'il y ait ce travail qui soit fait, ce travail de fond, pour que justement tout le monde sorte de ce système-là. Il n'y a pas juste 3 harceleurs et machin, non, c'est un collectif. Mes camarades de l'époque ne sont jamais pour demander probablement pourquoi j'avais disparu
des écrans radars. J'étais dans la cour de récréation, mais pas au même endroit. Je jouais plus à chat, je jouais plus à machin. Il y avait autre chose. Personne ne s'est posé la question. Et donc, voilà, ça... Bon, j'arrête, j'ai été trop. Merci Nicolas. Donc on découvre, et finalement c'est le sujet d'actualité encore aujourd'hui, bien plus de 30 ans après, donc on en est toujours au même problème. Merci Nicolas. Homo Micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot. Retour au son de la fierté, Anatole. Alors, ce soir, pour la chronique électrochoc, je vous propose de faire une petite rétrospective. Comme vous le savez, l'avènement d'Internet et des réseaux sociaux a eu un important impact sur les artistes, les influençant, sans mauvais jeu de mots, à utiliser ces nouveaux outils pour se rapprocher de leur public, créer une connivence avec des fans, voire entretenir un persona. Nous avions rapidement parlé de cette pratique avec Girofield il y a 2 semaines, et aujourd'hui on va en reparler avec l'artiste du jour, Rez. De son vrai nom, Isabelle Rezazadeh, si je ne me trompe pas, Rez est une artiste de musique électronique canadienne et née le 28 mars 1995 en Ontario. Elle est rapidement devenue une figure emblématique de la scène musicale électronique grâce à son style sonore distinctif, son esthétique visuelle unique, mais aussi son activité sur les réseaux sociaux. Rez a commencé sa carrière musicale en 2013 et a gagné en notoriété grâce à la plateforme SoundCloud où elle a téléchargé ses premières productions. Elle a attiré l'attention grâce à son style musical sombre et hypnotique, caractérisé par des basses puissantes, des mélodies entraînantes et des éléments industriels de techno. Son premier EP, Insurrection, sorti en 2015, a été bien accueilli par la critique et a marqué le début de sa carrière professionnelle. En 2016, elle a signé avec le label Mousetrap, que j'avais déjà mentionné lors de la précédente chronique. Cette collaboration a propulsé sa carrière vers de nouveaux sommets. Son premier album de studio, Mass Manipulation, est sorti en 2017. C'est aussi à ce moment-là que Rez participe à un entretien libre avec ses fans sur le site Reddit, ce qu'on appelle communément un Ask Me Anything. On y apprend beaucoup de choses sur son processus créatif, ses passions, mais aussi sur sa possible bisexualité et non-binarité. Le style musical de Rez est profondément enraciné dans l'électronique sombre et souvent associé au genre mid-tempo. C'est un genre caractérisé par des tempos lents à modérés et des sonorités industrielles. Les visuels qui accompagnent ses performances live sont généralement un élément clé de son esthétique artistique, ainsi que d'une présentation très personnelle, dont notamment ses très reconnaissables lunettes de protection lumineuse en spirale hypnotisante et un chapeau spatial qui font partie de son image de marque. Donc, ce soir, je vous propose d'écouter Chemical Beats de Rez, composé avec Death Pact en featuring.
Micro, l'invité du jour. Il est l'heure de retrouver Annabelle Guiraud avec Patrick Ferlin qui a participé à une enquête approfondie sur le sport et la lutte contre l'homophobie qui va nous éclairer sur les avancées et les défis de cette lutte essentielle. Bonjour Patrick. Bonjour Annabelle, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs, merci de me recevoir. Bienvenue à Homo Micro pour un interview en distanciel depuis la Corse, chanceux. Oh. C'est exactement ça, oui. Quel endroit de la Corse, pardon? Alors moi je suis du côté de Portitz, dans le golfe d'Ajaccio, où il fait un temps magnifique, si je peux préciser ce point-là. Dur pour nous ce soir. Allez, je te présente rapidement. Tu es au comité de direction de la Fédération sportive LGBT+, tu gères aussi le pôle de la vie associative, tout cela en tant que bénévole. Ce soir, on te reçoit pour discuter d'une enquête sur l'homophobie et la transphobie dans le sport menée par la Fédération sportive LGBT+, l'Institut de sondage Ipsos et financée par le ministère chargé des Sports. Les résultats ont été publiés cette année 2023. C'est la première fois que l'on va parler d'une enquête sur des discriminations liées à l'orientation sexuelle et l'identité de genre dans le sport en France. Patrick, raconte-nous un peu la genèse de cette étude. Quels ont été les éléments catalyseurs ? Oui, on sait en fait la LGBT-phobie très présente dans le sport. Alors d'abord via de nombreux témoignages, via aussi l'immense difficulté pour les sportifs de haut niveau de faire leur coming out notamment. On connaît aussi la discrimination dont font l'objet les personnes trans dans certains sports. Et comme le rappelait récemment le président de notre fédération sportive LGBT+, Eric Arassus, c'est 4 fédérations sportives internationales qui, ces derniers mois, ont exclu les femmes trans de compétitions sportives, dont, et là je tenais à le préciser, la Fédération internationale d'échecs, parce que oui, l'échec est considéré comme un sport, et là on peut vraiment s'interroger sur quels critères objectifs ce type de décision dérangeante peut être prise. Alors oui, le sport c'est un espace de vigilance, un espace d'attention au regard des LGBT-phobies, et parce qu'il est peut-être caractérisé par une ambivalence, et c'est comme ça que j'ai souvent tendance à le présenter. D'une part, le sport véhicule des valeurs nobles, on le sait, le fair play, l'esprit d'équipe, le dépassement de soi, et d'autre part, il peut être un amplificateur de stéréotypes de genre. Parce que le sport, ça peut être l'affirmation du plus fort, parfois même la domination du plus fort. Ces dominations peuvent entraîner des dérives virilistes, masculinistes, dérives qui elles-mêmes vont engendrer le sexisme et les LGBT-phobies qu'on retrouve dans le sport. Alors, c'est pas moi qui le dis, tout ça, ce sont des sociologues et qui parlent d'hégémonie masculiniste, qui sont l'héritage d'un sport moderne tel qu'il a apparu à la moitié du 19e siècle, et c'est vraiment ça qu'il faut déconstruire. Alors, au-delà des cas particuliers, au-delà des explications sociologiques, même s'il existe des enquêtes locales ou relatives à un sport spécifique, je pense notamment au football et quelques sports de combat, on ne savait pas, par contre, jusqu'à l'année dernière, mesurer l'importance de l'homophobie et de la transphobie dans le sport en général et à l'échelle nationale, avec des données que je qualifierais de factuelles et quantitatives. Alors c'est maintenant chose faite, grâce à cette enquête dont nous parlons aujourd'hui. Oui, parlons à présent des résultats. Ils sont édifiants. Une personne LGBT+ sur 2 a déjà été visée personnellement par un comportement homophobe ou transphobe. Ce chiffre monte à 67% pour les personnes LGBT+ pratiquant un sport d'équipe. Et ce n'est pas tout. Quelles sont les autres tendances que vous avez mis en évidence dans cette enquête ? Oui, en effet, merci Annabelle de souligner, ces chiffres sont sans appel. Comme tu l'as dit, c'est 52% des personnes LGBT qui déclarent avoir été visées personnellement par un comportement homophobe ou transphobe dans le sport. Et au-delà des insultes, au-delà des attitudes méprisantes ou hostiles, si on se focalise sur les agressions, c'est une personne LGBT sur 4 qui rapporte avoir subi une agression verbale dans le milieu sportif, et presque une personne LGBT sur 5 qui rapporte une agression physique. Et ces chiffres sont malheureusement effrayants. Et globalement, en conséquence de ces attitudes hostiles, c'est 15% des personnes LGBT qui ont arrêté de pratiquer le sport. Une autre information est qu'un peu plus d'un quart des personnes qui pratiquent un sport d'équipe estiment que le mot PD, que le mot enculé, qui sont criés par certains supporters dans les stades, sont, je cite, une expression populaire sans conséquence. Et donc ce chiffre est affligeant et il montre encore tout le chemin qui reste à parcourir.
Et c'est d'ailleurs dans les sports d'équipe que l'homophobie et la transphobie sont les plus fortes pour une majorité des Français, et ça ne nous étonne pas vraiment, en tout premier lieu le football, très loin devant tous les autres sports, et le rugby qui arrive en seconde position. Et là, je voudrais quand même en profiter pour saluer la FFR, la Fédération française de rugby, d'actualité d'ailleurs, bien sûr, actuellement, ainsi que les associations de rugby LGBT, pour l'ensemble des initiatives formidables qui sont prises pour lutter contre l'homophobie et la transphobie dans leur sport. Et un dernier résultat que je souhaite partager à cette enquête, c'est que la grande majorité des Français est à nos côtés dans cette lutte. Parce que moins d'un Français sur deux a le sentiment, je cite, que des choses sont faites pour lutter contre l'LGBT-phobie dans le sport. Et en écho à ce chiffre, plus de 3/4 des Français souhaitent que l'on aille plus loin dans la lutte contre l'LGBT-phobie dans le sport, avec 78%. Et un dernier chiffre, qui pour moi reste quand même très rassurant, c'est que pour 91% des Français, c'est-à-dire la quasi-totalité, tout doit être fait pour que chacun puisse pratiquer son sport librement, sereinement, quelle que soit son identité de genre ou sa sexualité. Alors Patrick, une précision. Quand on parle d'homophobie dans l'enquête, on parle aussi en fait de lesbophobie, c'est inclus ? Oui, tout à fait. Quand on parle de homophobie, ça englobe à la fois la lesbophobie et la gayphobie. Et d'ailleurs, si on regarde les détails de l'enquête, on a en général les réponses à la fois pour les hommes gays et pour les femmes lesbiennes. Quand tu mentionnais tout à l'heure que la moitié, en fait 52% des personnes LGBT ont rapporté avoir été visées par un comportement homophobe ou transphobe dans le sport, eh bien ce chiffre est de 60% pour les hommes gays, mais quand même de 45% pour les femmes lesbiennes. Donc c'est bien les deux populations qui, malheureusement, sont touchés par des attitudes négatives à leur égard dans le sport. Ok, nous avons des chiffres, des données incontestables. D'un côté, l'homophobie et la transphobie sont massivement présentes dans le sport. De l'autre, une très grande majorité de Français soutiennent cette lutte. C'est une surprise de l'enquête. À présent, que fait-on de ces constats ? Un plan d'action est en cours d'établissement au sein de la Fédé, voire du ministère des Sports ? Raconte-nous tout. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que, tu l'as rappelé, les résultats sont très mauvais. Et nous, ils nous motivent d'autant plus, la Fédé, pour continuer le combat. Et une des premières actions, c'est bien sûr de communiquer largement les résultats de cette enquête pour sensibiliser le milieu sportif, mais aussi les pouvoirs publics. Une seconde décision, et là qu'on va suivre avec beaucoup de vigilance, c'est l'application automatique de la peine d'interdiction de stade pour les auteurs de propos insultants, comme on en parlait tout à l'heure, vis-à-vis des personnes LGBT lors des manifestations sportives. Donc beaucoup d'actions, mais qui nous tiennent à cœur, et bien sûr que l'on va suivre beaucoup au niveau de la fédération. Merci Patrick de cette réponse très complète. Revenons un instant sur le forum des sports LGBT+, qui a eu lieu à Paris le 9 et 10 septembre dernier. Un événement annuel qui regroupe un panel d'associations et clubs de sport LGBT+. Et ce week-end-là, des politiques sont passés vous faire un petit coucou. Le maire de Paris-Centre, le ministre de l'égalité femmes-hommes, la ministre des Sports, le ministre des Transports. Que doit-on retenir de leur passage ? Oui, on a eu de très nombreux élus. Cette présente montre leur engagement et l'engagement des instances publiques et des politiques pour lutter contre les LGBT-phobies dans le sport. Et ça, ils en ont conscience, de plus en plus conscience, je pense. Ils ont tous affirmé l'importance de cette lutte, du plan d'action que je viens de citer en partie. Et ils ont aussi affirmé leur soutien à nos associations sportives. Et là, j'en profite d'être à ton antenne. Sont aussi à l'antenne, tout don fait à la fédération permet une déduction d'impôt de 60% du montant du don. Et vous savez que l'argent est toujours le nerf de la guerre, et notamment pour aussi la guerre des luttes contre la discrimination. Et nous le rappellerons pendant la diffusion du podcast. Voilà. Merci Annabelle. Appel aux dons. Aujourd'hui, nous disposons d'une enquête qui nous apporte de la data statistique sur la transphobie et l'homophobie, gayphobie et lesbophobie incluses, dans le sport. Est-ce que la Fédération sportive LGBT+, souhaite aller plus loin dans l'analyse des discriminations subies par les personnes LGBT+, dans le sport ? Est-ce qu'il y a une autre enquête, je sais pas.
Oui, tout à fait. Tu as raison de poser la question. Cette enquête Ipsos est déjà complète, mais au-delà de l'enquête Ipsos, on a souhaité recueillir les avis des membres de nos associations avec une enquête interne où on a eu à peu près 750 réponses, donc une grosse participation. Et les résultats de cette enquête interne confirment que nos associations sportives LGBT sont perçues comme des espaces sûrs où il y a infiniment moins de discrimination que dans les clubs sportifs non LGBT. Il y a un enseignement important, c'est que les personnes LGBT vont majoritairement dans nos clubs pour pouvoir être elles-mêmes. Et je pense que c'est super important de pouvoir être authentique. Et d'ailleurs, nos clubs sportifs, et ça aussi, ça m'a étonné, c'est le premier cercle de connaissances pour faire son coming out. Avant les amis, avant la famille, avant les collègues de bureau, et, ça sans surprise, avant les clubs sportifs non LGBT. Alors, c'est vrai, toutefois, nos associations ne sont pas parfaites. Cette enquête interne, elle montre aussi des points de vigilance, comme encore une meilleure intégration des personnes trans, ce sur quoi il faut vraiment qu'on travaille, et au-delà de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre, la mise en évidence de comportements négatifs comme l'agisme, la grossophobie, la misogynie, mais qui sont aussi le reflet de notre société et qu'il faut aussi essayer de déconstruire. Alors, pour finir, je pense que les résultats de ces enquêtes nous permettent d'avoir un état des lieux, j'allais dire, plutôt fiable, plutôt complet de la situation actuelle des LGBT-phobies dans le sport en France. Je pense que maintenant, il faut dérouler les plans d'action évoqués et peut-être se donner rendez-vous dans, je sais pas, 3 ans, 4 ans, pour refaire une enquête de ce type et voir si les mentalités auront évolué entre-temps. Tu reviens dans 5 ans parler. En tout cas, avant de se quitter, où peut-on retrouver tous les détails de cette enquête menée conjointement, je le rappelle, avec Ipsos, la Fédération sportive LGBT+, et le tout porté par le ministère chargé des Sports? Alors, on peut retrouver tous les résultats sur le site internet de la Fédération sportive LGBT+, que vous trouverez facilement en tapant Fédération LGBT+, sur votre moteur de recherche préféré. Et j'en profite pour dire que pour toute personne qui désire discuter de ces résultats ou même nous rejoindre pour faire reculer les lignes des LGBT-phobies dans le sport, ne pas hésiter à nous contacter ou à me contacter directement, par exemple via mon Instagram, @ferlinpatrick. Et j'en profite enfin pour remercier aussi quand même toute l'équipe qui a travaillé sur cette enquête. Donc je voulais mentionner Alice Détas de Ipsos, mais aussi Jean-Noël Beignet, Xavier Chambard, Thierry Detex de la Fédération sportive LGBT+, avec son président bien sûr, Eric Arassis, qui a soutenu l'enquête. Merci beaucoup Patrick Ferlin. Merci Patrick. C'est moi qui te remercie. Merci, à bientôt encore, j'espère. Tu auras peut-être l'occasion d'inviter l'équipe de mon micro un week-end pour un travail séminaire. Avec grand plaisir. En tout cas, bonne soirée à toutes et tous. Merci, à bientôt. À très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brahim Naik Balk. Alors, retour avec nos invités Olivia et Loïse. J'imagine que vous vendez aussi des livres autour du sport, de la lutte contre l'homophobie et aussi du harcèlement. Dites-nous tout. Olivia? Oui, notamment c'est un des enjeux un petit peu de ce nouveau lieu, c'est de proposer plus de livres jeunesse, plus de livres à destination des familles parce qu'il y a un énorme besoin. On a participé cette année au Family Pride Festival organisé par le collectif Famille, donc pour les familles LGBTQ+. Et oui, on voit qu'il y a... il y a des livres qu'il faut encore créer et qu'il y a vraiment un besoin énorme de représentation pour à la fois de familles qui cherchent des représentations avec de papa, de maman, mais aussi des enfants, des parents qui sont en questionnement pour qui puissent avoir des guides pour pouvoir accompagner au mieux leurs enfants. On en a parlé. Olivia, tu voulais ajouter? Oui, je voulais ajouter qu'on voit aussi que le livre, c'est vraiment un très très bon support en fait pour aider à parler de certains sujets. Nous, par exemple, là, on prend l'exemple d'être dans une famille homoparentale, d'aborder le sujet d'une PMA et en fait avoir un objet livre pour en parler, pour le raconter à l'enfant, c'est vraiment, ça aide les familles. Donc on se doute que voilà, qu'il y ait des livres un peu pour tous ces sujets, c'est très important. On a aussi beaucoup de demandes à l'école par des instituteurs, des institutrices en maternelle, en primaire aussi pour aborder des sujets de harcèlement. Louise et Olivia, merci. Quelque chose me dit que nous allons bientôt vous revoir autour des coups de cœur de Violette & Co, comme ça, quand le cœur vous en dira, et venir nous présenter des livres très prochainement dans mon micro, d'accord ?
Avec plaisir. Ouais. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci Annabelle, merci Valérie, merci Nicolas. Merci aux réalisateurs, c'est fini pour ce soir. Surtout, restons avec tout ce que nous venons d'entendre, solidaires et engagés en faveur de l'égalité et de l'inclusion pour tous. Ensemble, nous pouvons construire un monde où chacun trouve sa place, vraiment chacun trouve sa place, quelle que soit son orientation sexuelle. Merci de nous avoir accompagnés et à très vite pour un prochain rendez-vous. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Hey! Oh non! Cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.